Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. C'est surprenant, c'est mystérieux. Et c'est à ce moment-là qu'un bruit très étrange va être enregistré. Les clés du mystère sur Sud Radio. Les tordeurs de métaux. On se souvient de Uri Geller, dont Yves Lignon nous a raconté les spectaculaires exploits. Est-ce qu'il y en a d'autres de ces adeptes de la télékinésie, de ces êtres qui, grâce à une extrême concentration et un talent venu d'on ne sait où, arrivent, grâce à la pensée, à tordre des petites cuillères? Comment est-ce qu'on se découvre tordeur de métaux? À quoi ça sert? S'ils peuvent agir sur la matière, peuvent-ils aussi agir sur nos cerveaux? Bonjour Yves Lignon. Bonjour Emmanuel. Alors, vous allez nous raconter l'histoire du Uri Geller français. Exactement. Que vous avez connu. Voilà. D'abord, parce que je l'ai connu, parce que j'ai véritablement expérimenté avec lui, alors que Uri Geller, j'ai dû me contenter de le tester dans les coulisses d'un plateau de télévision. Non, avec Jean-Pierre Girard, j'ai réalisé 2 expériences et 2 belles expériences. Et ensuite, parce que les auditeurs me disent, vous nous parlez toujours des grands cas classiques que nous ne connaissons pas, ça nous intéresse, mais si vous pouviez parler de temps en temps vraiment de choses dans lesquelles vous vous êtes trouvé plongé jusqu'au cou, je raconterai des histoires de maisons hantées. Oui. J'ai été madame dans des maisons hantées. Vous avez de la chance, franchement. Bon, ça c'est vous qui le dites. On est partante, nous, Carole, la réalisatrice, et moi-même pour vous suivre. Oui, peut-être même quelques auditeurs. D'accord, mais il faut avoir été sage dans le studio. Bon, alors, nous en reparlerons. Okay. Et donc, en tout cas, on me le demande. Donc, Jean-Pierre Girard, c'est quelqu'un vraiment que je connais. D'autre part, c'est quelqu'un qui a une histoire qui est attachante, qui est intéressante, qui est bizarre par moments aussi. Et enfin, c'est à la lettre le Uri Geller français. Il y a eu dans le monde d'autres tordeurs de métaux. Tous se sont fait connaître au moment où Uri Geller se présentait dans les studios de télé, dans les laboratoires américains. Donc, une espèce de rumeur, si vous tordez le métal, parlons-en. Et donc, c'est là que Jean-Pierre Girard a découvert que lui aussi tordait le métal. Oui. Vous allez voir qu'il n'était pas le seul. Il y a eu des expériences dans un collège anglais, à Birkbeck College, avec des enfants. Très jolies expériences dont on parlera un jour. Mais Jean-Pierre Girard, en plus, a été l'objet de polémiques. C'est-à-dire que on l'a accusé de truquer systématiquement. Oui. On a découvert qu'il avait été illusionniste. Ah, effectivement. Amateur. Alors oui, mais ça justement, c'est un détail intéressant. Parce que il n'a pas été vraiment illusionniste professionnel, ou semi-professionnel tout au plus. Mais est-ce que par hasard, un illusionniste n'aurait pas le droit d'avoir des dons de médiumnité, d'avoir des capacités parapsychologiques? Est-ce que l'un empêche l'autre, quoi? Oui, est-ce que l'un empêche l'autre? Or, c'est très significatif. Dans les polémiques, dans les attaques très violentes dont Jean-Pierre Girard a été l'objet, on n'a pas tenu compte de cette dimension. On a dit sauvagement, bêtement, méchamment, c'est un illusionniste, donc il triche. Oui. Et il faut avouer que Jean-Pierre, je peux l'appeler par son prénom. La dernière fois qu'on s'est vu, quand même, on s'appelait toujours par le prénom, malgré quelques fâcheries entre nous. Ouais. Donc, Jean-Pierre lui-même a fait preuve d'une certaine maladresse, ce qui a aggravé son cas. Mais il n'y a pas à tortiller. Jean-Pierre Girard est un très grand médium. Et quand je vais vous décrire tout à l'heure en détail les expériences qu'il a réalisées dans le cadre du laboratoire de recherche d'une grande société industrielle, c'est-à-dire que dans cette société industrielle, on avait débloqué des fonds pour expérimenter avec un tordeur de métal. Et donc, quand je vous aurai raconté ces expériences, vous conclurez comme moi, Jean-Pierre, mon cher Jean-Pierre, tu dois nous écouter, t'es peut-être quelquefois très maladroit, tu manques de diplomatie. Quand tu as été dans des studios de télé, tu n'as pas toujours été très habile, mais malgré tout, indiscutablement, tu es un très grand médium. Et on retient donc qu'on n'a pas à tortiller et que Yves Lignon, vous n'allez pas tordre le cou à ce tordeur de métaux. On va découvrir son histoire dans un instant, dans les clés du mystère. C'est l'histoire d'un grand médium, d'un tordeur de métaux qui a suscité quand même la polémique. Jean-Pierre Girard, que vous avez bien connu, Yves Lignon. Comment est-ce qu'il s'est fait connaître du grand public? Bien, comme tous les autres tordeurs de métaux, je vous rappelle la genèse de cette histoire. Oui. Donc, Uri Geller, le premier, se produisait à la télévision. Il tordait des cuillères et disait aux gens, vous qui êtes chez vous,
essayer. On était dans les années 70. Vers 1975 plutôt. Et à ce moment-là, il y avait des gens qui effectivement, chez eux, prenaient une cuillère et constataient qu'elle se tordait. Ouais. Bon, eh bien, un soir, où Uri Geller était à la télévision, il y avait un monsieur qui s'était un peu attardé dans son bureau. Vous savez, les cadres supérieurs, ça travaille beaucoup. Et ce monsieur, en fait, de cadre, il était très, très supérieur. C'était le grand patron de toutes les activités de recherche, de toutes les activités de nouveaux produits, dans une société métallurgique française, mais qui avait des activités à l'international, dont le nom est très, très connu. Et ce monsieur, donc, il était resté un peu tard à son bureau. Ouais. Et avant de partir, vu l'heure, il dit, tiens, je vais regarder les informations, le 20h, ici, et puis je m'en vais. Il regarde le 20h et il y avait un sujet sur Uri Geller. Et donc Uri Geller fait, si j'ose dire, son cinéma, une petite cuillère face à la caméra, vous qui êtes chez vous, faites pareil. Ce monsieur, dont le prénom était Charles, et qui était un personnage absolument charmant, ce qu'on appelle le grand ingénieur, vous savez, en France. Donc ce monsieur dit, il a quand même du culot, celui-là, de venir tordre le métal dans mon bureau, même par télévision interposée. Voyons. Il avait une règle sur son bureau. Une grosse règle en métallique. Ben évidemment, dans son métier. Les grosses carrés qui sont lourdes, qui font gling quand elles tombent par terre. C'était un cadeau qui lui avait été fait par l'entreprise. C'était un peu symbolique. Il y avait le nom de l'entreprise gravé. Il dit, voyons celui-là dans la télévision. Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais. Monsieur, donc appelons-le Monsieur Charles, prend la règle. L'autre, dans la télé, lui dit, vous faites comme ça, vous passez le doigt au-dessus, et la règle se tord. Incroyable, parce que c'est du morceau, oui, ça. Hein. C'est du morceau. Alors, monsieur Charles, coquin, si je dis que cette règle était plus ou moins trafiquée, ça veut dire qu'à l'usine où on l'a fabriquée, nous fournissons à nos clients des produits sans valeur. Non, effectivement, elle n'est pas trafiquée. Donc, moi, Charles, je sais aussi tordre le métal. Voilà que je me découvre cette possibilité. Et qu'est-ce que je vais faire de ça? Il fait passer un appel dans la presse écrite. Un appel relativement discret, parce que justement, il veut pas trop attirer l'attention. Un appel relativement discret en disant, vous étiez peut-être devant le journal de 20h l'autre soir, un espèce d'histrion. L'appel est rédigé de manière à être très distant, ne pas montrer que lui, Charles, est dans le coup. Un personnage du bureau de musique, l'amuseur, a prétendu que si vous l'imitiez chez vous, vous pouviez aussi tordre les petites cuillères. Bon, si vous l'avez fait, manifestez-vous auprès de Charles, tel numéro de téléphone. Et donc, Charles reçoit un certain nombre d'appels, un certain nombre de lettres. Il décide un peu au hasard d'en sélectionner une. Et celle qui sélectionne, c'était celle de Jean-Pierre Girard. C'est incroyable, c'est du pur hasard. Hein. Oui, non, pas vraiment hasard, parce que Jean-Pierre avait vu l'appel. Et donc, c'était manifesté. Non, mais il a été sélectionné, quoi. Oui, il l'a sélectionné un peu au hasard. Il dit, tiens, pourquoi pas celui-là? Il n'en avait pas beaucoup, et moins d'une dizaine. Mais pourquoi pas celui-là? Donc, ils se sont rencontrés. Il y a eu de premières expériences, de premiers tests plutôt, qui ont consisté simplement à essayer de refaire ce que faisait Uri Geller. C'est-à-dire, tiens, on prend une cuillère, c'est moi qui la porte, cette cuillère, et on essaie de la tordre. Ces tests ont été prolongés par des expériences un peu plus soignées, faites par un professeur de la faculté des sciences de Paris, le professeur Volkovski. Mais en fait, ça n'allait pas très loin. Ça n'allait pas très loin sur le plan scientifique. Ça commençait à aller loin sur le plan rumeur. Parce que Charles, lui, quand même, cette aventure, il avait du mal à ne pas en parler dans son cadre professionnel. Et on va voir dans un instant comment est-ce que l'entreprise a réagi. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère. Sur Sud Radio. L'histoire d'un tordeur de métaux avec Jean-Pierre Girard qu'Yves Lignon a expérimenté, mais bien avant cette rencontre, les expériences vont se faire dans un labo de recherche d'une grande entreprise internationale, hein, Yves. Voilà. Alors Charles, donc, qui est le grand patron de tout ce qui est recherche, mise au point de nouveaux produits dans cette multinationale d'origine française, donc a fait quelques tests avec Jean-Pierre Girard. Et ce qu'il a découvert, ce monsieur qui est polytechnicien, à Polytechnique, on n'apprend pas qu'on peut tordre le métal. Évidemment. Bon, ça l'a tellement secoué qu'il en parle un peu autour de lui.
Donc on en parle dans l'entreprise, et même ce monsieur, Charles, commence à dire bon, c'est suffisamment intéressant, peut-être faudrait-il que l'entreprise s'y intéresse davantage et qu'on fasse des recherches sur ce bodon. Dans l'entreprise, il y a un ingénieur de recherche qui s'appelle Jean, et qui, dès qu'il entend la rumeur, et pourquoi pas, il lève le doigt. Moi, monsieur, je vais vous les monter, vos expériences. Je veux que vous m'en confiez la responsabilité. Et quand on rencontre Jean à l'heure actuelle, il dit « J'ai eu cette démarche dans l'esprit de l'entreprise. Je voulais faire atterrir le patron. » Je me disais, c'est très mauvais pour notre image qu'on ait comme ça un de nos grands chefs qui se répand en disant, vous savez, je connais un gars qui est capable de tordre le métal. Ouais, ça n'est pas sérieux. Alors, donc Jean, ce gars-là, vous me l'amenez. Et les expériences, c'est moi qui vais les faire. Ouais. Et je n'irai pas avec le dos de la cuillère. Non, je n'irai pas avec le dos de la cuillère. Et quand j'aurai fini, on aura dégonflé la peau de ruche et le patron sera rentré dans ses pantoufles. Il n'a pas dit, et le patron sera devenu normal, mais presque, il le pensait. Ouais. Alors, ces expériences ont donc été réalisées dans les labos à Grenoble, ça, on peut citer la ville, les labos de cette société, sous la direction de Jean. Et Jean, il a vraiment mis le paquet. Alors, il a commencé par faire fabriquer des barres spécialement, dans des alliages spéciaux. Ah, qu'est-ce qu'ils avaient, ces alliages? Ils étaient tout à fait particuliers. Ouais. On ne pouvait pas substituer une autre barre. Jean savait que Jean-Pierre Girard avait quelques talents d'illusionniste. Ouais, donc elles étaient tellement particulières, ces barres, que si par une manipulation, on en avait mis une tordue à l'avance, Jean s'en serait forcément aperçu. Elles étaient marquées d'une certaine façon. Puis Jean, il a commencé par faire un test banal. Quand les barres ont été fabriquées, il les a mises dans son cartable et il est parti faire le tour des clubs d'haltérophiles. Ouais. En disant, voilà, tenez, j'ai une barre, essayez de la tordre. Donc il est allé voir tous les malabars de Grenoble qui ont pris les barres à deux mains, essayé de les tordre, et pour l'expérience, il n'a gardé que les barres, que les costauds n'avaient pas modifié. En disant comme ça, s'il me la tord, la barre, là... Bon, bref, cette barre, donc, c'est du béton. C'est du béton. Mais ce n'était qu'un préliminaire. Parce que, bien entendu, les barres, elles étaient placées dans des tubes en verre. Oui. Donc, ils devaient tordre à distance. D'accord. Il y avait tout un tas d'électrodes branchées sur les barres. Alors, ça, c'est de la métallurgie. Moi qui suis mathématicien, je n'y connais rien. Mais enfin, dès que la barre clignait un œil, si j'ose dire, c'était enregistré. Bon, comme un illusionniste qui assistait aux séances, ça ne suffisait peut-être pas. On en a mis deux, dont un qui possédait le diplôme d'élite des illusionnistes, qui était maître magicien. Oui. Donc là aussi, côté contrôle par des experts, on a fait fort. Et, effectivement, le phénomène s'est produit, et à plusieurs reprises. Et quand on demande à Jean, qu'est-ce que ça vous a fait? Alors, quelle tête vous faisiez? On n'ose pas lui dire quel nez vous tiriez. Le soir, il répond avec une sincérité et une honnêteté qui l'honore vraiment, je n'ai pas dormi de la nuit. C'est-à-dire que la barre qui était toujours dans son tube, elle s'est vraiment tordue. Okay. Elle a pris ce que les spécialistes appellent une flèche. Elle s'est vraiment tordue. Il n'y a pas eu que ça. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Mais Jean, ce soir-là, très honnêtement, il a accepté les résultats de l'expérience qu'il avait lui-même montée. Et il a dit oui, il n'y a pas de problème. Le phénomène existe. Mais il a une nuit très courte. Une nuit très courte, à suivre dans un instant, la suite dans les clés du mystère. C'est l'histoire d'une expérience, encore une, nous direz-vous, une expérience totalement réussie. L'histoire d'une barre faite dans un alliage très particulier qui va se tordre sous la main d'un certain Jean-Pierre Girard. Barre qui est dans un tube de verre, donc l'expérience se passe, entre guillemets, à distance. Alors l'expérience est totalement réussie et elle a été faite, conçue et imaginée par un ingénieur de recherche qui s'est chargé donc de cette expérience et qui était plus qu'étonné. Donc il est devant l'évidence évidente, c'est-à-dire que l'expérience est réussie, Jean-Pierre Girard est
c'est a priori un grand tordeur de métaux. Et vous disiez, Yves Lignon, qu'il allait passer une nuit très courte. Oui, Jean, il en avait perdu le sommeil, comme on dit en langage courant. Oui. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il a accepté les résultats. Et que, malheureusement, à propos de parapsychologie, il y en a beaucoup qui n'accepteraient pas les résultats, même s'ils montaient l'expérience eux-mêmes. En réalité, la plupart refusent de monter les expériences. Je pourrais citer des tas d'exemples, y compris de prix Nobel, à qui on dit, mais allez-y voir, faites-vous une idée, Bien sûr. réalisez une expérience, les médiums sont à votre disposition, et ces gens-là vous répondent, j'ai autre chose à faire. Non, là, Jean avait monté l'expérience, il s'attendait, on va le dire brutalement, à démasquer un charlatan. C'est ça. Et c'était vraiment dans ce but que l'expérience avait été mise au point. En fait de démasquer un charlatan, il a découvert un médium, il l'a reconnu. Et je vous assure que c'est assez amusant. Moi, dans un congrès que j'ai organisé, Jean était invité à donner une conférence. Quand il a ouvert son cartable, en sortant les barres de métal tordues, fabriquées par lui. Mais c'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il y a des barres qui, en apparence, n'étaient pas modifiées. Donc, on pourrait dire que c'est un simple échec. Mais comme Jean faisait les choses à fond, il a étudié ces barres. Il a étudié leur structure microscopique. Après expérience. Après expérience. Donc apparemment, elles étaient toujours aussi droites qu'avant. Okay. Mais pour faire les choses bien, Jean a étudié leur structure microscopique. Et à l'échelle microscopique, le métal était modifié. Alors si vous arrivez à faire ça avec un trucage d'illusionniste, à descendre à ce niveau microscopique pour modifier, vous me direz comment, parce que là, vous ferez le tour du monde. Et donc, c'est un autre argument en faveur de l'authenticité des dons de Jean-Pierre Girard. Quand j'ai demandé à Jean, j'ai dit, écoutez Jean, vous êtes métallurgiste, donc un physicien, je suis un mathématicien. Vous travaillez avec d'énormes appareils, avec des barres de métal. Moi, je travaille avec une feuille de papier, une équation et un stylo. Et quand même, si je dois raconter, par exemple, moi je ne sais pas, à la radio, sur Sud Radio, cette histoire de barres modifiées à l'échelle moléculaire, microscopique, comment est-ce que je peux l'expliquer aux auditeurs? Et Jean m'a dit, mais mon cher Yves, vous prenez une comparaison. Pour obtenir la même chose, il faudrait mettre la barre, je ne sais pas combien de temps, dans une centrale nucléaire. D'accord. Donc les partisans du trucage nous disent à peu près, mais Jean-Pierre Girard a pris la barre devant tout le monde, devant des illusionnistes. On ne sait pas comment il a fait. Il est parti tranquillement, personne ne l'a vu sortir. Il est allé mettre la barre dans une centrale nucléaire. Au bout d'un moment, il l'a ramenée et personne n'avait rien noté. Bref, on est dans l'inexplicable. Alors il faut dire que ces expériences ont été très mal accueillies. Bien que, à l'Académie des sciences, il y a eu un petit écho. Il y a eu un membre de l'Académie des sciences, le professeur Tria, pour défendre ces expériences. Mais disons qu'à l'Académie des sciences, le pauvre homme s'est retrouvé minoritaire. Qu'on a lancé une véritable cabale contre Jean-Pierre Girard, qu'on lui a fait perdre son emploi, et que à partir de là, il est allé faire des choses, et il le sait, tu le sais Jean-Pierre, tu as fait des choses, je comprends que tu les aies faites, mais j'ai du mal à les accepter. Je peux pas être d'accord sur la manière que tu as eu de te produire en public, mais ça te regarde. Oui, c'est ça. Je ne t'en veux pas, c'est son histoire mais je ne suis pas d'accord. C'est ton histoire, c'est vrai que on t'a fait tellement de mal après les expériences que tu as réalisées avec le Jean, que tu connais aussi bien que moi, que bien sûr, certaines choses sont compréhensibles, même si elles ne sont pas acceptables. On l'a pris pour un sorcier? Non, on l'a pris pour un charlatan, absolument. Il faut dire que lui, allez, on ne s'attardera pas, Emmanuel. Jean-Pierre Girard a aussi commis des erreurs. Bon, je vais pas en donner la liste, j'en ai parlé dans mes livres. Il a aussi commis des erreurs, mais encore une fois, dans sa situation, quand tout le monde vous tape dessus, alors que vous avez à votre actif des expériences indiscutables, il faudrait avoir une mentalité et un moral d'airain, c'est le cas de le dire, pour ne pas un peu déraper. Voilà ce qui est arrivé. Mais moi, je ne juge pas. Alors Yves, vous l'avez rencontré, Jean-Pierre Girard, et vous l'avez testé. On va voir comment ça s'est passé dans un instant. Sud Radio, les clés du mystère.
Jean-Pierre Girard ou le tordeur de métaux. Aujourd'hui, l'histoire d'Yves Lignon. Alors vous aussi, donc Yves, vous l'avez rencontré. Vous aviez un a priori quand vous lui avez dit bonjour. Alors tout d'abord, tordeur de métaux, ça veut dire que le métal se tord forcément. Le métal ne se tord que sous l'action de la chaleur. Oui, non, pas forcément de la chaleur, de la force physique. C'est Ou de pour la ça force que Jean physique. avait fait Mais s'il appel ne à touche des pas. haltérophiles. Mais s'il ne touche pas, c'est la bien sûr, chaleur. s'il ne le touche pas, mais c'était une précaution supplémentaire. Vous rencontrez Jean-Pierre Girard, vous lui serrez la main, vous aviez pas chaud à la main. Ben non. Bon, de toute façon, moi, si Jean-Pierre Girard est capable de tordre le métal, c'est-à-dire d'agir sur la matière, Oui. cette action sur la matière peut s'exprimer autrement. Et c'est dans cet esprit que j'ai voulu expérimenter avec lui. S'exprimer autrement, ça signifie qu'il doit être capable peut-être de déplacer de petits objets. C'est une action sur la matière, Oui. comme sur la matière. Il doit être capable de dérégler un dispositif électronique. Et c'est dans cet esprit que j'ai réalisé, avec Jean-Pierre, 2 expériences. La première, c'était en 1976, et nous avions inventé spécialement un appareil au laboratoire de parapsychologie de Toulouse. Qu'est-ce qu'il avait C'est un ingénieur de l'ENSET qui avait inventé ce que nous appelions le dé électronique, qui se présentait comme un boîtier avec un voyant sur lequel s'affichaient au hasard les nombres de 0 à 9. Et c'était en quelque sorte un dé parfait, mais un dé à 10 faces. Vous voyez, donc ça s'allume, il y a un chiffre qui apparaît, ça s'éteint, il y a un autre chiffre qui apparaît, ça se rallume, il y a un nouveau chiffre, et ainsi de suite, exactement comme si on lançait un dé. Sauf que ça, c'était électronique. Oui. C'était indéréglable, on l'avait testé en le faisant même fonctionner dans un seau d'eau. Ah oui, c'est vrai. Oui, nous savions que c'était indéréglable, c'était fabriqué pour ça. Super hermétique. Mais oui. Néanmoins chargé de petites pièces électroniques. Ah et oui, de voilà, petites c'était métal. bourré, il y avait des flux d'électrons à l'intérieur. Et, qui plus est, donc il existait en un exemplaire unique. Et surtout, très économique cet appareil, au point de vue expérimental, la personne qui participe à l'expérience n'a pas à le toucher. On le pose devant elle. D'accord. Et c'est tout. Donc, pas besoin d'illusionniste pour surveiller les faits et gestes du client. Et donc, j'ai rencontré Jean-Pierre Girard à Grenoble. Je l'ai rencontré. J'ai posé l'appareil devant lui. Et j'ai dit, voilà, on le met en marche. On va noter 50 chiffres. Chaque chiffre aurait dû apparaître en moyenne 5 fois. Selon des statistiques, bien sûr. Un petit peu de mathématiques, etc., pour qu'on s'aperçoive que le chiffre 2 est apparu beaucoup trop souvent. Donc ça, c'est une expérience, moi, j'attends que quelqu'un vienne la discuter. Ah oui. Un appareil indéréglable, et le médium n'a pas à le toucher. Alors si on me dit qu'il a fait un tour d'illusionnisme, là aussi... Il a quand même apposé ses mains comme ça Non, au-dessus un petit peu. il s'est assis, le dé était sur la table... Il s'est assis sur une chaise en regardant le dé et j'ai dit, ben voilà, il faudrait que ce dé se dérègle. Et c'est pas les statistiques qui deviennent folles? Alors ça, je le prends comme une injure personnelle. Et je vous rappelle, Oui. madame, Oui, monsieur. qu'un certain nombre de mes anciens étudiants nous écoutent. Vous pouvez vous préparer à recevoir des mailles courroucées. D'accord. Non. Donc c'est pas possible. Non, c'est pas l'erreur n'est pas dans le calcul. D'abord, pour redevenir sérieux, dans ces affaires-là, on fait toujours vérifier ses propres calculs par un autre statisticien, sans lui dire dans quelles conditions ils ont été obtenus. On lui tend la feuille en disant, voilà, j'ai cette répartition de chiffres, est-ce que tu peux me dire si c'est le hasard? D'accord. L'autre statisticien fait le calcul et il confirme vos conclusions. Puis ensuite, il n'y a pas de manipulation, il n'avait pas à faire de gestes. On lui dit, voilà, on s'assied, on pose le dé électronique sur la table, on le lance et on regarde ce qui se passe. Pas plus. La seconde expérience, je l'ai faite pour une grande émission de télévision que je crois on peut toujours se procurer, peut-être en payant malheureusement à l'INA, qui s'appelle La parapsychologie à l'université. C'est une émission ancienne, 1981, mais qui est très honnêtement ce qui s'est fait de mieux, à mon avis, en matière de documents sur la parapsychologie scientifique. Ouais. Et elle a été réalisée par un très très grand journaliste, aujourd'hui décédé, Roger Pic, qui était un vétéran de 5 colonnes à la une. Là, on s'adresse vraiment aux anciens. Hein. Oui, oui. Non, donc dire un très très grand journaliste. Et je vais vous raconter tout à l'heure comment, avec Roger Pic, nous avons testé Jean-Pierre Girard.
La suite de l'histoire de Jean-Pierre Girard, testée donc par Yves Lignon dans un instant dans les Clés du Mystère. Et on retient donc, si on va sur lina.fr et moyennant denier, Voilà. eh bien on peut avoir donc cette expérience extraordinaire dans la parapsychologie à l'université. Allez, la suite dans un instant. Allez, on y va pour la deuxième expérience que vous avez faite avec Jean-Pierre Girard, donc tordeur de métaux. Comment ça s'est passé ? Alors là, on a essayé le déplacement d'objets, donc pour le compte de l'émission de Roger Pic dont je parlais tout à l'heure. Mais nous avons fourni tout le matériel. C'est-à-dire que nous avons fabriqué une table qui était constituée par une plaque de plexiglas, donc transparente, on voyait tout, et nous avons disposé dessus des petits objets, des volumes qu'on trouve pour orner les bureaux. Vous savez, un cube qui est transparent aussi, une boule, etc. Et je ne vous citerai qu'une anecdote à propos de cette expérience. Nous avons attendu 2 heures que Jean-Pierre Girard réussisse. Et donc, nous étions là, autour. Il y avait un caméraman, l'œil à la caméra qui attendait. Alors évidemment, la caméra tournait pas sans arrêt, parce que comme on savait que ça pouvait durer très longtemps, mais il avait le doigt sur le déclencheur, prêt à déclencher. Prêt à déclencher dès qu'on verrait quelque chose bouger. Et au bout de 2 heures, effectivement, on le voit d'ailleurs très bien dans le reportage télévisé, il y a un cube qui s'est déplacé doucement, qui a dû pas retomber. Et heureusement, Emmanuel, que le phénomène s'est produit 2 fois. Parce que quand le caméraman, dans son viseur, a vu ce cube se déplacer, ben il n'a plus trouvé le déclencheur. Oh mince, tellement il était surpris. Or, pour vous dire à quel point c'est impressionnant, pourtant, c'est pas un phénomène, c'est pas une apparition de fantôme. Hein. Oui. Ce caméraman, il était très réputé dans son métier. Il avait filmé l'entrée du Viet Cong à Saigon, quelques années auparavant, et il avait été menacé par un soldat qu'il avait visé pendant qu'il le filmait. Il n'avait pas cessé de filmer. D'accord. Malgré le soldat qui le menaçait avec le revolver. Et c'était le soldat qui s'était dégonflé. Donc il en avait vu plus, oui, ou pire. Mais là, donc, il n'a pas trouvé le déclencheur. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a dit ? En plus, on s'était mis à 9h du soir. Il était plus de 11h. Ouais. On a dit, écoutez, le réalisateur a dit à Jean-Pierre Girard, est-ce que vous vous sentez de recommencer. Okay. Et on a attendu un bon moment. Oui. Et de nouveau, le cube a bougé. On voit ça dans le reportage. Et là, le sang-froid était revenu. Ouais, et il a filmé. Oui, mais attendez, Emmanuel, attendez. Ce n'est pas fini. Oui. Parce que quand nous avons examiné le film image par image, nous nous sommes aperçus que le cube, au moment de tomber, restait en équilibre sur le bord de la table. Pendant à peu près 2 secondes. Il reste en équilibre. Et pourtant, il peut pas tenir, il faudrait des câbles. Comme un cube qui n'aurait pas envie de tomber. Voilà, il fait la pause oui. sur l'angle de la table, véritablement. Puis il tombe. C'est aussi impressionnant, vous savez, quand on voit ça au montage, quand on assiste au phénomène en direct. Et malgré tout, cette expérience, moi, je la raconte, je la considère comme probante, mais je ne la présenterai pas comme une expérience officielle. Et pour quelle raison ? Parce que l'illusionniste qui devait être là s'est décommandé au dernier moment. Ah oui, donc et donc, je suis sûr, moi, que Jean-Pierre Girard a réussi. Mais alors, qu'est-ce qu'il est devenu, Jean-Pierre Girard ? Au milieu de tous les soucis et de toutes les attaques, il a fait sa vie comme il a décidé de le faire. Ouais. Et j'insiste bien sur le fait que je ne porte pas de jugement, que je lui envoie encore une fois un salut très chaleureux. Ouais. Mais franchement, je n'approuve pas. On me comprend bien. On trouvera de ses nouvelles. Il a un site internet à son nom sur ce qu'il raconte être ses activités actuelles. Moi, ce que je peux dire, ce que je sais, c'est que Jean-Pierre Girard est quelqu'un qui a réussi des expériences d'une manière incontestable. Et je m'arrête là. Tout à fait. Girard.fr, tout simplement, Girard avec un D, bien sûr. Allez, on vous embrasse, on vous souhaite de passer une belle après-midi. On vous retrouve demain dès 13h30 pour les Clés du Mystère. Notez que cette émission est bien sûr podcastable sur le site internet sudradio.fr. Bye bye. 13h30, 14h30, les Clés du Mystère sur Sud Radio.